Bonjour tout le monde, on se retrouve après une courte pause sur YouTube et je reprends vraiment de plus belle avec du contenu assez fréquent et on approche bientôt de ma première compétition de bodybuilding naturel. Et il y a 2 semaines, je vous ai demandé de me poser des questions sur YouTube, sur Instagram plus récemment et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. C'est parti. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu pour être arrivé à ce niveau? Alors là maintenant, j'ai commencé la musculation en 2015, en août 2015, donc ça va faire pile poil 7 ans que je fais de la musculation. La première année, j'ai combiné la musculation avec le foot, j'ai pas vraiment progressé, et puis dès que j'ai arrêté le football, la progression a vraiment augmenté significativement. Donc on va dire 6 ans en se concentrant seulement sur la muscu et 7 ans en tout. Ta vision de la progression en musculation. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Pour moi, la progression, elle a plusieurs plans. Donc on va dire que sur le plan physique et de la masse musculaire, une progression, c'est la capacité à pouvoir soulever plus de poids sur le long terme avec un volume modéré, donc votre volume qui vous correspond pour l'entraînement et qui produit donc l'hypertrophie. Donc c'est la capacité à pouvoir vraiment rajouter du poids sur le long terme. Ça, c'est vraiment ce qui est prédictif de l'hypertrophie. Mais il y a aussi un aspect plutôt technique, à quel point vous améliorez la technique sur votre exercice. Ça aussi, ça va appliquer beaucoup plus de tension sur un muscle et ça peut être considéré comme une progression. Donc il y a rajouter du poids, l'aspect aussi de la technique et ensuite il y a aussi l'aspect psychologique et au niveau de la flexibilité. À quel point vous êtes capable d'être un compétiteur ou d'être un amateur de culturisme, mais aussi d'associer la vie par exemple de couple, être un parent, sortir avec ses amis et pouvoir combiner l'aspect du pratiquant en musculation avec l'aspect social, c'est aussi une progression et qui est très important à prendre en compte. Et j'aimerais rebondir encore plus loin. Pour moi, la progression, lorsqu'on arrive vraiment à sa limite naturelle, c'est d'apprécier le processus, c'est de ne plus se baser seulement sur le résultat final qui est de rajouter du muscle, mais d'apprécier le processus de s'entraîner. Et donc ça aussi, c'est une progression et c'est un aspect super important, plutôt axé sur le long terme. Bonjour, comptes-tu faire des programmes perso, alimentaires précisément? Alors oui, c'est maintenant que je vous annonce que je vais ouvrir des places de coaching, pas qu'alimentaire, mais global, c'est-à-dire une prise en charge physique, psychologique et aussi au niveau de l'alimentation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et compléter un court formulaire et on pourra peut-être voir tout ça ensemble, mais c'est avec plaisir que j'annonce que oui, j'ouvre des places de coaching. En tant que naturel, quelle importance accordes-tu à la récupération, fréquence et durée des séances, temps de repos entre les séries, sommeil? En tant que naturel, on va dire que il faut optimiser tout. Voilà, on a moins de cartes à jouer. C'est très important d'optimiser tout. Donc c'est-à-dire que la récupération est très importante. La meilleure récupération possible, c'est le sommeil. C'est le numéro 1 tout simplement. Si vous avez vos heures de sommeil, il y a une grosse partie de la récupération qui sera optimale. Deuxièmement, le plus important, c'est avoir un bon volume d'entraînement et une bonne fréquence. Un bon volume, c'est individuel, donc c'est-à-dire que vous entraînez dans des tranches de volume qui est le plus optimal pour vous, et ça, il faut faire de l'expérimentation sur vous pour découvrir quel est votre volume optimal. Une fois que vous avez découvert votre volume optimal, il faut le répartir de la meilleure façon possible, c'est-à-dire avoir la meilleure fréquence. De façon générale, ce sera entre 2 et 3 fois par semaine pour chaque muscle. Les temps de repos sont encore en dessous où je pense qu'il faut avoir suffisamment de temps de repos. De quelle manière tu t'entraînes? T'es-tu déjà blessé? Et je vais combiner avec une autre question, les pires erreurs dans ta pratique du body. La manière dont je m'entraîne, c'est tout simplement que je fais chaque muscle 2 fois par semaine. Les plus petits muscles, comme les épaules, les biceps, je fais 3 fois semaine. Et je m'entraîne dans mon volume qui est adapté à moi. J'ai découvert récemment que mon meilleur volume est plutôt un volume qualifié de bas à modéré, c'est-à-dire que chaque muscle est entraîné entre 7 à 8 séries, jusqu'à 16 séries par semaine par muscle. C'est très rare que j'atteigne les 16 séries par muscle par semaine. On va dire que ma moyenne, c'est autour des 10, 11, 12 séries par muscle par semaine. Je m'entraîne vraiment proche de l'échec et je garde une technique que je juge irréprochable. Et donc, c'est ce qu'on appelle la précision. La précision est super importante, donc c'est-à-dire que c'est cette capacité à s'entraîner très dur, très intensivement, mais à garder cette technique qui est irréprochable.
Et donc voilà, c'est ma vision en tout cas, enfin ma façon dont je m'entraîne. C'est-à-dire que je suis plutôt sur la qualité du volume plutôt que la quantité. Et c'est quelque chose que j'encourage chacun à faire une réflexion là-dessus. Les pires erreurs que j'ai faites dans ma pratique du body, c'est qu'au tout début, je m'entraînais seulement sur une fréquence d'une fois semaine. On sait faire des progrès, mais à partir d'un certain moment, on stagne. Et je ne mangeais pas assez de calories au début. C'est-à-dire que mon poids, la première année, j'ai pris 4 kilos. Ensuite, mon poids a stagné. Et quand j'ai vraiment augmenté mes calories, la progression, ça a été vraiment fulgurant, comme on peut dire. Donc, ne pas manger assez, c'est ma première erreur. Une fréquence trop basse. Et ensuite, très récemment, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai poussé une prise de masse un peu trop fort. Je surconsommais beaucoup trop de calories par peur de ne pas prendre assez de poids. Et donc, c'est une erreur que j'ai commise et très récemment. Et t'es-tu déjà blessé ? Oui, mais pas dans la musculation à proprement parler, mais en dehors. Donc c'était en soirée. J'étais avec un très bon ami et on a décidé de faire un bras de fer. Et il faut savoir que je fais jamais de bras de fer. J'étais alcoolisé, mon ami aussi, puis cassé le bras au bras de fer, donc une fracture spiroïdale de l'humérus. Je n'ai pas su m'entraîner pendant 7 mois plus ou moins le haut du corps, donc j'ai vraiment bourriné sur les jambes et ça a été quand même une grosse opération. J'ai eu 42 points de suture pour mettre une plaque sur mon humérus. Donc ça a été une épreuve psychologique très importante. Je pense que je pourrais faire une vidéo sur comment gérer une blessure et je pense que l'aspect psychologique est primordial à gérer. Quel est ton exercice favori pour la zone claviculaire du pectoral ? Alors, tout ce qui est légèrement incliné. J'aime pas quand le banc est beaucoup trop incliné. Je trouve que ça tape beaucoup trop dans le deltoïde. Donc pour moi, une légère inclinaison de 15 degrés est optimale pour moi. J'aime bien faire une combinaison de mouvements barre, machine, halter. Pour moi, il n'y a pas de meilleur exercice. Ça n'existe pas en musculation, c'est un mythe. Il faut juste trouver les meilleurs outils qu'on a à disposition, les garder assez longtemps, progresser et puis procéder à une variation pour refaire la même chose sur un autre exercice. Actuellement, je peux vous dire ce que je fais pour ma zone claviculaire. C'est un fly à la machine qui monte légèrement vers le haut et un développé incliné halter. Donc j'essaye plus ou moins d'avoir une répartition presque 50-50 entre du couché et de l'incliné. Ta séance push parfaite avec un exo arrière d'épaule, point d'interrogation. Ma séance push, très simple. Je commence avec les pecs. 2 exercices maximum puisque mon volume est assez bas de façon générale. Je vois rarement un besoin de faire plus de 3 exercices sur une séance push pour les pectoraux. En fonction si c'est une séance dédiée sur la partie claviculaire ou non, je vais commencer avec le mouvement que je veux cibler la partie du pec. Donc, par exemple, si c'est une séance focus incliné, je vais commencer par un mouvement de poussée en incliné, puis je vais certainement passer sur du fly. Je fais souvent une combinaison poussée-fly. Ou alors je fais 2 poussées, mais dont l'un sera incliné, puis l'autre pour non incliné tout simplement, ou alors l'inverse, je fais un couché et puis un poussé incliné. Donc un volume assez bas. Ensuite je fais des triceps, ce sera à tension d'étirement ou de contraction, ça dépend encore une fois du jour. Généralement, oui, je vais privilégier plutôt une tension d'étirement pour la longue portion du triceps. Puis je vais enchaîner soit peut-être encore sur un autre mouvement triceps plutôt contraction et ensuite je termine, on peut terminer avec des épaules, des élévations latérales et je travaille rarement le deltoïde antérieur, donc ce sera beaucoup d'élévation latérale et je termine certainement peut-être aussi avec d'autres muscles comme les mollets ou des petits muscles aussi comme les abdos. Combien de fois entraînes-tu les jambes ? Très simple, 2 fois par semaine. Il y a une séance où je focus beaucoup plus par les quads. Donc je commence avec du quad en lourd, je termine par de l'ischio et fessiers légers. Et l'autre jour, je commence par les fessiers et ischio lourds et je termine par des quadriceps plus légers. C'est la notion de pulsabilité. Je ne sais pas si c'est le mot en français, mais ça permet de bien répartir sa charge de travail sur la semaine et c'est très très intéressant. Ça peut être applicable également au pec ou alors on va plutôt faire du focus plat sur un jour et du focus incliné sur l'autre jour tout en entraînant l'autre partie en plus léger en fin d'entraînement. Voilà, c'est comme ça que je fais les jambes.
Comment entraînes-tu les abs, donc les abdos? J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Le soutien que vous manifestez est vraiment appréciable et ça motive à continuer à produire du contenu comme je l'ai déjà dit. Donc merci. Et comment j'entraîne les abdos? Je les entraîne actuellement 3 fois semaine. Un exercice, 3 séries à chaque fois. Je fais, on va dire, 2 fois du crunch, des crunchs, différentes variations, que ce soit la poulie, machine, etc. Et puis un relevé de bassin. Le plus dur, sèche ou prise de masse? Sans hésiter, la sèche. On pousse vraiment son corps dans ses derniers retranchements. Le corps ne veut pas être à un taux de masse grasse aussi bas et les effets négatifs sont quand même assez élevés, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Donc oui, sèche sans hésiter. Et en plus, la prise de masse, on peut vraiment avoir une vie sociale sur le côté. C'est beaucoup plus facile à avoir tout simplement une vie normale. J'entame une sèche, comment j'évite de perdre du muscle? Différentes choses assez basiques parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer. Tu consommes assez de protéines réparties sur au moins 4 repas sur la journée. Il serait bien que tu consommes plus ou moins 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais plus ou moins 80 kg, c'est plus ou moins 160 grammes de protéines que tu dois consommer sur la journée. Et un maximum de glucides autour de ton entraînement et un bon volume d'entraînement. Pour finir, il faut perdre du poids à une allure modérée entre 0,5% et 1% de poids corporel chaque semaine. Donc pour ça, il faut que tu te pèses, que tu fasses des moyennes et que tu compares entre les moyennes de chaque semaine. J'ai fait une vidéo sur comment arriver à 10% de masse grasse que je vous invite à aller regarder. Comment calcules-tu ton apport calorique quotidien? Alors c'est très simple, je commence par estimer un apport, c'est-à-dire que là on commence par estimer et ensuite on se pèse pour voir la variation de poids en fonction de l'apport calorique. Donc par exemple, j'estime en fonction de comment je bouge, de ce que j'ai mangé ces dernières semaines, que mon apport est à 2850 calories. Je mange 2850 calories, je me pèse et si le poids est stabilisé, c'est que c'est 2850 calories. Si on perd du poids, c'est que c'est un peu plus. Et si on en gagne, c'est qu'on est en surplus et donc la maintenance est un peu plus basse. C'est la meilleure méthode que je vous recommande de faire. Vous prenez un apport calorique et vous vous pesez et vous ajustez ensuite l'apport calorique en fonction de vos pesées. Manges-tu moins les jours de repos? Alors oui, je mange un tout petit peu moins les jours de repos à hauteur de 200 à 300 kilocalories puisque ma dépense sur la journée est un petit peu plus faible. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, je me suis entraîné, j'ai mangé et je suis fatigué. Mais bon, ça c'est le sujet pour une autre vidéo. Donc on se retrouve là maintenant à un autre endroit pour la suite des questions. On va aborder tout ce qui est nutrition en profondeur encore et des aspects personnels, donc restez bien dans la vidéo. Et je commence tout de suite avec combien te coûte par mois ta nutrition? C'est vraiment une très bonne question et je pense que ça doit être facilement, je dis facilement par mois, au moins 250-300 € par mois. Voilà, je pense que je suis assez vaste dans ma réponse. Sachant qu'il y a aussi une partie des courses que je ne fais pas moi-même, que mes parents assurent encore, mais j'achète vraiment en grande partie ma nourriture, donc ça me revient plus ou moins à ça par mois. Je vais commencer une prise de masse. À combien augmenterais-tu les calories en plus pour rester propre? Donc en lisant ta question, tu es plutôt sur une approche conservative de prise de poids. Donc ça veut dire que je serai à 105 à 110% par rapport à ta maintenance. Donc tu prends ta maintenance et tu fais x 105%. Ou 110 plus ou moins, et ça donne le surplus que tu devrais prendre pour ne pas prendre trop de gras. Donc à mon avis, j'estime comme ça devrait être plus ou moins une histoire de 300 calories en plus de ta maintenance. Comment manger plus si notre métabolisme brûle énormément de calories? Je viens de faire une petite lecture là-dessus sur une revue scientifique en plus il n'y a pas longtemps, donc je vais pouvoir vraiment bien te répondre à cette question. Premièrement, tu as certainement pas un appétit qui est très élevé, donc il faut jouer sur toutes les cartes possibles. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire tout le contraire pour une sèche poussée. Donc ça veut dire qu'il faut que tu manges des calories liquides, que tu manges vite et que tu manges des aliments qui déclenchent le circuit de la récompense, donc des aliments palatable qu'on dit en anglais. Donc, ce sont des aliments très savoureux qui ont beaucoup de goût. Généralement, c'est une combinaison de gras et de glucides ensemble. Donc ce type d'aliments vont vraiment procurer en tout cas une dose de plaisir et ça va t'inciter à manger plus. Donc ça, c'est des aliments que tu dois trouver, mais je pense que c'est facile à trouver. Également augmenter ta dose de lipides sur la journée, notamment l'huile d'olive, beurre de cacahuète, les noix, etc. Ça va vraiment t'aider. Et puis je pense que tu dois aussi conscientiser
comment tu bouges dans la journée et essayer parfois de choisir l'alternative où tu bouges le moins. Donc, par exemple, si tu sais prendre le bus quelques arrêts, au lieu de marcher 20 minutes, prends le bus. Ça va t'économiser des calories par-ci par-là. En jouant sur tous ces points, je pense que ça peut t'aider à prendre du poids. Salut WC, comment organises-tu tes repas dans la semaine ou sur la journée? Donc je vais répondre ça de deux manières différentes, c'est les deux façons dont je comprends la question. Comment j'organise? Je fais des courses 2 à 3 fois par semaine et j'essaye de cuisiner un maximum, on va dire, à l'avance mes plats. Les petits déjeuners, je les cuisine jamais à l'avance et les petits goûters non plus. Par contre, les repas de midi soir, ça peut m'arriver de les cuire à l'avance pour gagner du temps. Comment je comprends la question? C'est comment j'organise mes repas sur une journée type. Là, je mange actuellement 4 à 5 fois par jour. 3 gros repas, donc c'est-à-dire les 3 gros repas, c'est petit déjeuner aux alentours de début d'après-midi et le soir. Et ensuite, j'ai un léger snack, soit avant d'aller dormir et aussi vers 4-5 heures. Donc c'est un peu la manière dont j'organise mes repas. Et j'ai, on va dire, les sources de protéines qui sont réparties équitablement, plus ou moins sur la journée, et les glucides un maximum autour de l'entraînement. Comptes-tu un jour te doper ou y as-tu déjà pensé pour améliorer ton niveau? Oui, j'y ai déjà pensé. Comme n'importe quel pratiquant, c'est une question qu'on se pose. Mais je pense que j'ai répondu à cette question, c'est non. Je ne compte pas utiliser des produits anabolisants. Et j'explique ça en détail sur une de mes dernières vidéos que je t'incite à aller regarder pour avoir une réponse détaillée. La salle où tu vas pour t'entraîner, est-ce que tu l'as choisie pour des raisons spécifiques ou c'était juste celle qui était la plus proche? Non, ce n'est pas la plus proche et je l'ai choisie pour plusieurs raisons. La première, c'est l'équipement. C'est une salle qui est vraiment très bien équipée et moi je suis arrivé à un point où j'avais besoin de matériel en plus pour mon plaisir personnel mais aussi pour optimiser mon physique parce que je suis vraiment maintenant dans un souci d'optimisation. Je commence à accumuler les années d'expérience. C'est important d'optimiser les variables qu'on sait optimiser tout simplement, notamment dans le choix des machines et aussi d'un point de vue au niveau de l'atmosphère, c'est-à-dire la fréquentation des personnes qui est différente de la fréquentation des salles commerciales. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui me correspond plus actuellement. As-tu un coach? Sinon, comment tu fais? Non, je me coach moi-même. Je fais tout moi-même. Je suis très curieux au niveau de la littérature scientifique, j'expérimente aussi par moi-même et je tire des conclusions sur ma propre expérience. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas prendre un coach dans le futur, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit et je pense qu'avoir un coach est une excellente idée si on veut optimiser ses résultats. D'avoir quelqu'un qui a de la connaissance et d'avoir un point de vue externe est toujours très très bien. Donc certainement dans le futur, oui, je prendrai peut-être un coach. Combien de prépas ratées insatisfaisantes avant d'enfin t'inscrire à une compétition? On va dire de manière générale, j'ai jamais vraiment raté une sèche. Elle n'a jamais peut-être été optimale au tout début, mais je n'avais pas l'objectif de faire une compétition à mes débuts. Donc en fait, moi, c'est la façon dont je pensais, c'est que je voulais m'inscrire à une compétition dès que j'avais le niveau suffisant. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu maintenant, ça va faire 7 ans de musculation naturelle. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, faut se lancer, faire une vraie prépa. Mais sinon, non, j'ai jamais vraiment raté de sèche auparavant. Et on s'améliore avec le temps. Voilà, tout simplement. Est-ce que ta compète est ouverte au public? Oui, elle est bien ouverte au public. Je vais participer à la WNBF France le 17 septembre à Montargis. Il ne reste plus que quelques places, donc si vous voulez en prendre, il faut se dépêcher. Quels sont tes objectifs après ta première compétition? C'est déjà de faire 2 compétitions au moins. Ça paraît bête, mais oui, je vais faire 2 compétitions minimum. Mais une fois que ma saison est finie, je vais me reconcentrer pour regagner une bonne santé. Donc je vais remanger plus et essayer de continuer à progresser physiquement. Je veux vraiment reprendre du muscle, gagner du muscle encore, je pense que c'est possible. Je ne ferai pas de prochaine compétition avant certainement 2025 et j'ai vraiment envie de vivre de ma passion. Donc ça va être vraiment mon focus numéro 1, c'est continuer à produire du contenu et faire ce que j'aime. Voilà, ça va être mon focus numéro 1. J'ai envie aussi de devenir une meilleure personne, emmagasiner des connaissances dans la nutrition, la psychologie et la musculation encore plus. Bref, je veux juste devenir une meilleure version de moi-même, physiquement, mentalement, dans tous les domaines de la vie. Et nous voici pour la dernière question. Est-ce envisageable de te faire sponsoriser? Faisable, infaisable? Je pense que c'est faisable. En fait, tout dépend de moi.
tout dépend de la valeur que je peux apporter à une marque. En tout cas, c'est pas mon focus principal. Mon focus principal, c'est de produire du contenu, essayer de vivre de ma passion. Et si c'est une chose qui arrive, eh ben, elle arrivera. Au fond de moi, oui, je le souhaite, parce qu'il y a une marque que j'ai envie de travailler avec, spécifiquement, que je ne vais pas citer ici, mais ça ne doit pas être mon focus principal. Ce sera une conséquence de mon travail. Et voici, c'est la fin de cette première FAQ. J'espère qu'elle vous aura bien plu. En tout cas, moi, ça a été un véritable plaisir de tourner cette FAQ. J'adore répondre à des questions. Si ça vous a bien plu, n'oubliez pas de mettre un like, aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour des prochaines vidéos sur les derniers jours avant ma première compétition. Beaucoup de contenu de prévu et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.